Bonsoir, bienvenue sur Télésud. Burundi, Cameroun, Bénin, Burkina Faso ou encore Centrafrique. Voilà les pays dans lesquels nous ferons ce soir escale dans ce nouveau numéro du journal des correspondants. Il sera question d'élections, de campagne électorale, de prestations de serment. Nous parlerons aussi d'environnement ou encore d'économie. Direction donc la Centrafrique où cette semaine, le président Faustin Archange Touadéra a prêté serment pour un second mandat, un mandat placé sous le signe de la sécurité et de la paix. Chimène Baleba, Jean-Bill Amvela. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra s'engage à neutraliser les forces rebelles responsables des exactions au sein de son territoire dès l'entame de ce second quinquennat. Le glas de l'impunité systématique des bourreaux du peuple centrafricain a sonné. Mon vœu, qui est d'ailleurs celui de la majorité des Centrafricains, est qu'à l'issue de ce mandat, qu'il n'y ait plus aucun groupe armé actif sur le territoire national. Comment maintenir la paix dans ce pays longtemps fragilisé par des troubles était l'une des questions suivies de très près par la communauté internationale. Cet engagement réitéré par le président Touadéra à son peuple a suscité de nombreuses réactions. Les partenaires étrangers présents à cette cérémonie ont aussi promis de renouveler leur appui au gouvernement centrafricain dans cette marche vers la réconciliation. C'est de notre devoir d'accompagner la République centrafricaine. Absolument, c'est un message de soutien au peuple, au gouvernement de la République centrafricaine pour la paix, la stabilité et le développement. C'est la première chose, c'est la paix et la cohésion sociale. À travers le dialogue qui a été annoncé par le président de la République et que l'Union européenne, en tant que partenaire historique et privilégié du pays, appuie fortement. Message de félicitations du président de la République populaire de Chine et de grandes félicitations. Nous attendons la paix et le développement de votre pays. Mettre fin au conflit armé contribuera à la reprise harmonieuse des relations diplomatiques entre la Centrafrique et la communauté internationale. C'est aussi l'une des conditions sine qua non pour une meilleure relance de l'économie centrafricaine et la stabilité de la sous-région. Arrivé au pouvoir par les urnes en 2016 dans un contexte social extrêmement tendu, le gouvernement faisait face à une grave crise financière et ne parvenait plus à payer ses fonctionnaires. Le président Faustin Archange Touadéra parviendra à régler cette dernière situation. Aucun développement ne se faisant sans infrastructure, l'homme fort de Bangui s'est lancé dans la réhabilitation de plusieurs édifices et la construction de certains. On peut citer le building administratif de Bangui, l'hôtel des impôts, l'éclairage de la ville de Bangui et ses environs. Sur le plan sanitaire, la République centrafricaine a bénéficié, grâce à la vision sociale de son illustre chef, de la couverture sanitaire gratuite pour les enfants et les femmes enceintes et une gratuité des soins de certaines maladies comme le VIH-Sida, le paludisme. Il a par ailleurs renforcé le système éducatif centrafricain avec les intégrations au sein de la fonction publique des produits de l'école normale supérieure. Malgré un bilan critiqué dans un pays toujours affligé par la corruption, le professeur Faustin Archange Touadéra peut se prévaloir de grands chantiers entrepris grâce au financement et à l'assistance de partenaires internationaux, à l'instar de la reconstruction de l'armée disloquée par la crise de 2013, le désarmement de plusieurs milices par un dialogue inclusif ayant abouti aux accords de Khartoum de 2019, accords de paix avec 14 groupes armés qui ont facilité des avancées significatives dans plusieurs domaines. Pour son second mandat, le professeur Faustin Archange Touadéra entend poursuivre ce vaste chantier de sécurité dans le pays. Au lendemain de son élection, il a appelé à la réconciliation nationale en tendant la main à l'opposition démocratique. L'autre défi de la RCA sera d'encadrer les bonnes relations avec les pays d'Afrique. Aujourd'hui, qui est le Cameroun, mais c'est également l'occasion d'appeler à une meilleure, ou si vous voulez, à ce que ces relations soient de plus en plus teintées par l'objectivité. Et quand je parle d'objectivité, c'est par exemple la sécurisation commune du corridor Yaoundé-Douala-Bangui, qui est de toutes les façons aujourd'hui l'unique, ou si l'on veut, la véritable porte d'entrée et de sortie des richesses de la Centrafrique.
Dans la poursuite de l'émergence de la République centrafricaine, le professeur Faustin Akange Touadéra entend redresser l'économie du pays à l'agonie en exploitant le potentiel agricole de ce pays large par la promotion des filières locales. Aussi réglementer l'industrie extractive dont les revenus devraient bénéficier au bien-être des populations et enfin amorcer l'augmentation de l'offre hydraulique du pays, entre autres. Au Bénin, il est question de campagne électorale. L'élection a lieu le 11 avril prochain. Cette semaine, notre correspondant sur place, Kevin Sonsi, nous a fait le point de la semaine de campagne, une campagne terne et sans grands enjeux. À une semaine des campagnes électorales au Bénin, le constat des Cotonois et quelques hommes de médias laisse entendre des grincements de dents et la déception des citoyens. Un tour à Cotonou pour en savoir plus. Vous savez, les années antérieures, déjà à l'heure là, il y a de mouvements partout. Et par exemple, je prends le 2016, il y avait au moins une trentaine de candidats. Et partout dans la ville, on sent qu'il y a quelque chose, quoi. Mais comparativement à cette année, bon, je vois qu'il y a un peu de nonchalance dans les trucs. Je pense que depuis des années, cette campagne électorale est très différente des années antérieures. Et moi, personnellement, ça m'inquiète. Je me demande quelles sont nos réserves. En dehors des reproches et critiques, le manque de plus de candidats au présidentiel rend l'atmosphère fade en cette période de grande mobilisation. Si je vais parler des protagonistes, de ceux qui s'affrontent. Voilà. Donc, le pouvoir en place n'a pas un vrai challenger, c'est tout le problème. Si on devait souhaiter quelque chose, c'était que s'il y avait une opposition valable qui peut affronter peut-être le chef d'État actuel, il pouvait avoir une campagne digne du nom. La campagne se déroule bien et on sent qu'il y a un président dans le pays. Il y a la paix et surtout le respect. On n'est pas obligé de gagner de l'argent pour les campagnes. L'important, c'est la paix et le bien-être que nous recherchons. 2011, il y a Ceci ne ressemble en rien à une campagne électorale, car nous sommes tous nés au Bénin et nous savons comment ça se passe. Le président aurait pu laisser tous les opposants aller aux élections pour qu'on assiste véritablement à un vrai chaos. La Covid-19 rendant ces élections difficiles au respect des mesures barrières, les candidats doivent prôner la paix à travers les différents messages qu'ils véhiculent. Déjà, cette campagne électorale intervient dans un cadre un peu spécial où le coronavirus dicte sa loi. Mais bon, nous voyons que les candidats, ils sont à pied d'œuvre quand même pour essayer d'avoir un peu la population, pour mettre la population autour d'eux avec leurs meetings qui se font dans le respect des gestes barrières, bien sûr. La paix, surtout la paix, parce qu'au-delà de tout, il y a des propos qui sortent sur le terrain en tant que des médias, quand vous allez sur des terrains de reportage, des discours que les différents acteurs essaient de tenir. Je crois que ça ne cadre pas avec la paix que nous cultivons au quotidien. Parce qu'au-delà de tout, nous sommes un pays, et voilà, indivisible. C'est le Bénin. Et on doit pouvoir marcher sur cette lancée. Toujours au sujet du Bénin, nous avons évoqué avec notre correspondant un autre sujet de préoccupation pour les Béninois, les tours de garde des pharmacies institués par l'Ordre national des pharmaciens. Ces tours de garde deviennent une menace désormais pour l'accès aux médicaments. Voici les explications de Kevin Sonsi. La tour de garde des pharmacies instaurée depuis le 1er janvier 2021 par l'Ordre national des pharmaciens du Bénin devient une menace pour l'accès aux médicaments des citoyens, à en croire quelques usagers, surtout dans les villes reculées. Bon, s'il faut parler de tour de garde, il y a les inconvénients et les avantages. L'avantage est que si la pharmacie de garde est proche de votre maison ou bien de l'hôpital, ça vous avantage. Et si vous venez là et vous trouvez le produit aussi, c'est bon. Mais dans le cas échéant, vous allez faire le tour des pharmacies de garde, ce qui n'avantage pas les patients.
Par exemple, hier, mon enfant était hospitalisé. On doit lui faire césarienne. On m'a dit de venir ici. Mais heureusement que j'ai vu le produit. Sinon, je dois aller encore loin d'ici. Donc, c'est ça qui est un peu regrettable. Il y a un produit peut-être qu'on a déjà prescrit à un client. Et le client est venu à la pharmacie. Bizarrement, on n'a pas le produit. Donc, on suppose que le malade là va partir parce que les autres sont déjà fermés. À Akome, situé à plus de 60 km de Cotonou, la capitale, l'organisation des tours de garde des pharmacies est une casse-tête vu les difficultés auxquelles la population est confrontée. Cette histoire de pharmacie de garde, je crois que dans les villes secondaires, c'est pas du tout bon. Parce que, par exemple, à Akome ici, on n'a que 3 pharmacies. Si sur les 3, il y a une qui est ouverte et qu'on ne trouve pas de médicaments pour un malade là, on est obligé d'aller à Ouida ou à Sé. Si là-bas on ne trouve pas, mais le malade peut mourir. Donc je pense qu'on doit laisser la chance à toutes les pharmacies d'ouvrir les dimanches ou bien les jours fériés pour servir les malades. Sinon, il ne devait pas avoir à faire de concurrence, bien de... En fait, les officines, ce n'est pas pour faire du commerce, c'est pour... c'est pour régler un problème de société. Donc on doit laisser tout le monde et on doit avoir les médicaments à temps pour sauver les vies humaines. Afin de continuer à sauver des vies, il serait plus juste, selon la population, d'envisager une réorganisation des tours de garde sur des territoires plus restreints ainsi que dans les grandes agglomérations. Tour de garde, ce n'est pas mauvais, mais si on pouvait élargir pour que ça ne soit pas trop loin des hôpitaux. Mais maintenant, si c'est ici, l'autre ne soit pas trop loin. Si c'est trop loin, ça veut dire que le patient va faire trop de distance alors que l'urgence est là. On vous parle maintenant d'un problème environnemental. Cela se passe au Burundi, la cohabitation difficile, et cela peut se comprendre. La cohabitation difficile, disais-je, entre l'homme et les hippopotames, c'est sous les yeux de nos correspondants au Burundi. Les eaux du lac Tanganyika continuent de monter, envahissant les plages, les habitations, les lieux de détente, etc. Les destructions sont importantes. Plus inquiétant, quand les animaux aquatiques sortent de l'eau pour brouter, ne trouvent plus assez d'herbe. C'est le cas des hippopotames, ce qui crée une situation conflictuelle entre les riverains et ces animaux. Des morts ont été enregistrés de 2 côtés. Depuis 2019 à nos jours, ces conflits hommes-hippopotames ont déjà occasionné beaucoup de dégâts. Ici, nous pouvons citer 9 personnes qui sont mortes à Rumongue, 1 personne à Nyanzarak, 5 personnes qui ont été blessées à Rumongue. 7 hippopotames ont été abattus, 5 dans la localité de Kajaga, 1 à Nyanzarak et un autre abattu dans la nuit du 1er mars 2021 à Chibitoke. Cette situation inquiète les amoureux de la nature. Pour eux, cela est effectivement lié à la montée des eaux du lac Tanganyika, ce qui fait que les grands mammifères aquatiques suivent le même mouvement à la recherche des pâturages dans des zones non encore inondées. Les hippopotames sont maintenant gênés parce que les eaux en montant, ils ont tendance à suivre ce mouvement des eaux. Et ce mouvement des eaux, on constate que maintenant arrive dans des superficies ou dans des zones qui ont été occupées par les zones de pâturage, ces zones qui jadis étaient utilisées par ces hippopotames. Pour cet environnementaliste, la faute est à chercher du côté des humains qui ont envahi la zone tampon de ce patrimoine régional. C'est la population qui est, je dirais, qui est fautive, bien sûr, parce que la population a occupé les zones de pâturage de ces hippopotames, en violation, bien sûr, flagrante du code de l'eau, qui stipule que dans son article 5, que quiconque veut construire un bâtiment tout au long du lac Tanganyika va obéir une distance de 150 mètres. À partir du littoral du lac Tanganyika. Ce mouvement de montée des eaux du lac Tanganyika s'est amplifié depuis janvier 2021.
Dans ce lac et dans le delta de la Rusizi, son grand afflux, on y trouve 8 familles d'hippopotames. Direction le Burkina Faso pour découvrir une pièce de théâtre intitulée « Les dieux éphémères ». C'est une réflexion sur les rapports sociaux, la gouvernance et la justice. Le texte dépeint le quotidien de la société africaine. Il s'est joué sous l'œil attentif de notre correspondant sur place, Edem Arebla. Devant le carrefour international de théâtre de Ouagadougou, sitôt, une file d'attente s'impatiente. Les cinéphiles burkinabés ne veulent pas se faire compter la représentation du spectacle des dieux éphémères. Yann Aka, l'auteur culturel ivoirien, dépeint certaines réalités de notre société à travers cette pièce théâtrale. Pensez-vous que ces ministres et leurs familles accepteront de faire le rang dans les hôpitaux publics négrosés? C'est un message, je ne sais pas comment vous le dire, parce que je suis encore dans l'émotion. Alors c'est d'abord la coopération culturelle entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ensuite une réflexion sur les rapports sociaux, la gouvernance, les rapports de justice, tout ça. En fait j'ai une plume satirique. Et ça convient à mon style d'écriture qui est le Nzassa, qui est à la fois un genre littéraire et un style d'écriture. Alors c'est ma manière à moi de peindre la société, tout simplement, d'attirer l'attention, de porter une critique. Vous voulez quelqu'un pour la mort? Après Abidjan, Yann Aka a jugé nécessaire de venir à Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour réaliser la représentation de son œuvre. Le Burkina Faso a l'avantage d'être développé dans le domaine du théâtre et du cinéma. Alors c'était pour moi important, après la représentation qui a été faite le 9 janvier à Abidjan, de réaliser une autre représentation ici au Burkina Faso, qui est un tremplin pour nous. Et vous avez vu la forte mobilisation du public qui a certainement apprécié cette pièce de théâtre. Je pense que nous avons toutes les bénédictions et toutes les grâces pour pouvoir décoller dans ce domaine-là. J'ai apprécié, c'est ma première fois de suivre un théâtre et j'étais surprise vraiment de voir qu'il y avait l'engouement. Au début je m'ennuyais mais bon, j'ai vu que c'est bon, c'est quand même intéressant. C'était une très belle pièce. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter l'auteur, le metteur en scène et tous les acteurs qui nous ont permis de passer une belle soirée. Mais une belle soirée aussi dans la réflexion, parce que c'est une pièce aussi qui, au-delà donc du caractère ludique, dépeint aussi certaines réalités de notre société et donc du coup nous interpelle. Mon poste de ministre ne sera jamais menacé. Des dieux éphémères, une pièce théâtrale qui dénonce l'injustice, mais aussi interpelle plus d'un. Notre tour des correspondants s'achève au Cameroun avec les belles performances des Lions du Cameroun. C'était lors du 3e tournoi de Nambudo de la zone CEMAC. Si vous vous demandez ce qu'est le Nambudo, sachez juste que c'est un art martial défensif basé sur l'esquive. On retrouve nos correspondants locaux, Valérie Ntidia, Jean-Blaise Écart. Le Cameroun s'est taillé la part du lion au 3e tournoi de Nambudo de la CEMAC avec 18 médailles d'or et 2 en argent, confirmant ainsi son statut de locomotive de la sous-région. Satisfaction pour nous et on est consciente là que c'est le travail qui a payé. Les Camerounais sont plus techniques, oui, parce qu'elles ont voulu ramener la violence, mais le Nambudo n'est pas un art martial de violence, donc nous avons beaucoup plus usé de techniques pour gagner. Le Tchad et la République centrafricaine ont décroché chacun un métal en or. La pandémie, on a eu de la peine à se représenter normalement dans toutes les catégories, mais l'essentiel, nous sommes là pour bien représenter le pays. Seulement 3 pays ont répondu présent à cette 3e édition sur les 7 attendus du fait de la crise sanitaire. On pensait plus grand que cela, mais la recrudescence de la pandémie nous a obligés
à voir que la participation n'est pas ce qu'on attendait. Mais ces mesures barrières sont respectées, comme vous le voyez, une équipe médicale en relation avec la stratégie nationale. Après ce tournoi, les activités se poursuivent jusqu'au 3 avril avec le stage international sous la houlette des instructeurs de l'instance mondiale. Ce rendez-vous sera marqué par la cérémonie des hommages au Dosoké, le grand maître Nambou, fondateur de cette discipline. La responsabilité est faite grande, aussi grande dans le futur, parce que si nous avons partagé le Nambudo, Nambou dit qu'il a planté un arbre pour que les générations futures viennent s'y abriter, pour développer également la capacité émotionnelle. Donc nous avons une responsabilité intergénérationnelle, celle de mettre en place un plan de développement du Nambudo pour que le Nambudo continue à être partagé dans le monde. Maître Nambou s'en est allé, mais le Nambudo survivra. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. Merci aux hommes et femmes de l'ombre qui ont rendu possible ce nouveau numéro du journal des correspondants. Ils sont en Afrique comme ici en France. C'est en leur nom à tous que je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end de Pâques, évidemment sur Télésud. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.